Je m'appelle Walter, j'ai 63 ans. J'ai travaillé dans le bâtiment pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. J'ai fondé ma propre entreprise de rénovation quand j'avais 34 ans, et, au fil du temps, sans faire de bruit, j'ai plutôt bien réussi. Je porte toujours les mêmes chemises en flanelle que lorsque je tapais au marteau pour un salaire de misère. Je conduis une vieille camionnette utilitaire cabossée à l'arrière depuis que j'ai reculé dans un poteau de clôture. Il y a 2 hivers. Je ne porte pas de montre. Je bois du café filtre ordinaire. Non pas parce que je ne peux pas m'offrir mieux, mais parce que j'aime ça. Mon fils, Marcus, savait que j'avais de l'argent. Il savait que j'étais propriétaire de cette maison où nous étions. Une vaste demeure avec 4 chambres en bordure d'un lac calme, à 2 heures au nord de Paris, dans la région du Perche. Il savait que je m'en sortais bien, mais je ne pense pas qu'il ait saisi l'ampleur de la situation. Et sa femme, Roxane, certainement pas. Roxane avait décidé, au cours de l'année passée, qu'elle ne m'appréciait pas beaucoup. Je ne saurais dire quand cela a commencé. Peut-être à Noël dernier, quand je suis arrivé avec mon vieux véhicule utilitaire plutôt qu'avec une voiture récente, et qu'elle a fait une remarque acide que je n'étais pas censé entendre. Peut-être. Était-ce plus vieux encore? Ce que je sais, c'est que lorsqu'elle s'est tenue dans ma cuisine pour me dire que j'avais 48 heures pour quitter les lieux, elle y pensait depuis longtemps. Elle avait fait ses calculs. Elle avait décidé qu'un vieux monsieur en chemise de flanelle, roulant dans une camionnette cabossée, n'aurait pas les moyens de se payer un avocat ou de mener un combat juridique. Elle m'avait jugé facile. Je veux revenir un peu en arrière car cette histoire n'a aucun sens sans contexte. Marcus est mon fils unique. Sa mère, Patricia, est décédée d'un cancer il y a 11 ans. Elle avait 51 ans. Après sa disparition, nous sommes restés seuls pendant un temps. Marcus avait 22 ans, il finissait ses études de commerce à l'EDEC, et je me suis jeté dans le travail, comme le font les hommes de ma génération quand ils ne savent pas comment tenir debout. Autrement. Nous n'étions pas particulièrement proches durant ces années. Je n'en suis pas fier. Il faisait son deuil, je faisais le mien, et aucun de nous n'était doué pour en parler. Il a rencontré Roxane 4 ans après le décès de Patricia. Elle était vive, ambitieuse, belle d'une manière qui vous rend légèrement nerveux. Elle travaillait dans la finance à la Défense, et elle savait comment s'imposer dans une pièce. J'ai essayé de l'apprécier. J'aimais certaines choses chez elle. Au début, elle était organisée. Directe. Elle rendait Marcus heureux, mais il y avait toujours quelque chose en dessous. Une forme de calcul dans son regard quand elle me scrutait. Comme si elle additionnait des chiffres qui ne tombaient pas juste. Ils se sont mariés il y a 6 ans. J'ai payé le mariage. Pas parce qu'ils me l'ont demandé, mais parce que je le voulais. Parce que Patricia l'aurait voulu. Parce que c'était mon fils. Que j'avais l'argent, et que cela semblait être la chose à faire. Le mariage a eu lieu dans un domaine viticole à Saint-Émilion. Cela m'a coûté un peu moins de 80 000 €. Je n'en ai parlé à personne. J'ai juste fait les chèques. Après le mariage, Marcus et Roxane ont acheté un appartement à Paris. J'ai aidé pour l'apport personnel, 200 000 € virés directement sur leur compte. Encore une fois, je n'en ai pas fait tout un plat. Marcus m'a remercié. Roxane a souri. Et a dit qu'il me rembourserait, ce à quoi j'ai répondu que ce n'était pas nécessaire. Elle a semblé soulagée. Quelques années plus tard, ils ont eu une fille, ma petite fille, Clara. Elle a 4 ans, elle a les yeux de Patricia, et c'est, sans exagération, la plus belle chose dans ma vie. Quand Clara est née, j'ai immédiatement ouvert une assurance vie pour elle, avec un premier versement
De 50 000 € et des versements automatiques tous les mois. Je n'ai pas dit à Roxane le montant total. J'ai juste mentionné que j'avais ouvert un contrat. Elle a hoché la tête, distraite. Ce que Roxane ignorait, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de demander, c'était la vue d'ensemble. En 30 ans à la tête de mon entreprise, j'avais bien réussi. Pas de façon ostentatoire, pas de yacht ou de résidence secondaire tape à accent Graveleuil, mais j'avais été prudent, constant, et j'avais investi régulièrement. La propriété du Perche était payée. Je possédais 4 autres biens dans la région, 2 dans le secteur de Chartres. Un à Tours, et un petit local commercial à Orléans que je loue à un cabinet de kinésithérapie. J'avais un portefeuille boursier et des SCPI gérés par mon conseiller en gestion de patrimoine à Paris. Mon patrimoine net s'élevait à un peu plus de 4 millions d'euros. Je vivais comme si je gagnais 60 000 € par an. C'était un choix. Patricia et moi en avions souvent discuté, de la façon dont l'argent modifie les attentes des gens, dont il rend certains types d'amour conditionnels. Nous l'avions vu dans sa famille. Son frère avait hérité d'une somme importante, et soudain, ses enfants traitaient chaque visite comme une négociation. Nous ne voulions pas de cela. Nous voulions que Marcus construise sa propre vie, qu'il connaisse la valeur de ce qu'il gagnait, et qu'il ne passe pas sa vingtaine à attendre que quelque chose lui tombe tout cuit dans le bec. Alors, je suis resté discret. J'aidais quand je pouvais, quand cela semblait juste, quand on ne me sollicitait pas d'une manière qui me nouait l'estomac. La demande, quand elle est arrivée, n'était pas de ce genre-là. Tout a commencé par un dîner, 8 mois avant que tout ne s'effondre. Marcus et Roxane sont venus dans le Perche pour le week-end du 15 août, Clara sur le siège arrière. La première soirée fut agréable. J'ai grillé des truites. Nous sommes restés sur le ponton jusqu'à ce que les moustiques nous chassent. Clara s'est endormie sur mon épaule, ce que j'ai compté comme une soirée parfaite. Mais le samedi matin, autour d'un café, Roxane a évoqué ce qu'elle appelait une « opportunité commerciale ». Elle voulait utiliser la maison du Perche pour de la location saisonnière type Airbnb. Le marché ici est fort, disait-elle. Elle avait fait des recherches. Il pouvait dégager 12 000 à 15 000 € par mois en haute saison. On partage comme tu veux. Elle avait déjà une conciergerie en tête. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a rétorqué qu'elle avait déjà parlé à la société de gestion. J'ai laissé passer un moment. Puis j'ai répété que j'allais y réfléchir. Elle a souri et a changé de sujet. J'ai remarqué qu'elle avait pris ça pour un « oui ». Au cours des mois suivants, des petites choses ont commencé à arriver. Elle m'envoyait des liens vers des architectes d'intérieur spécialisés dans le luxe. Elle m'a transféré un document de la société de gestion avec un contrat déjà rempli à l'adresse de ma maison. Elle et Marcus sont revenus en octobre, et elle a parcouru la propriété avec son téléphone pour prendre des photos. Quand j'ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle prenait ses marques. J'ai dit, aussi clairement que possible, que je n'avais accepté rien du tout. Elle a ri en disant qu'elle savait, qu'elle explorait juste. Je veux être honnête. J'aurais dû le dire plus fort. J'aurais dû dire, Roxane, arrête. C'est ma maison. On ne fera pas ça. Je pense qu'une partie de moi s'attendait à ce que Marcus intervienne. Qu'il remarque ce qui se passait et lui dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. Il l'a suivi. Comme il la suivait depuis des années. Et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de faire une scène, pas encore. Je me suis dit que je gérerais ça quand ça deviendrait un vrai problème. C'est devenu un vrai problème en mars. Ils sont venus pour une semaine de vacances. Clara n'avait pas école. Il disait
Vouloir du temps en famille. J'étais content. J'étais seul ici depuis décembre. Et je me réjouissais de leur bruit. Mais le deuxième jour, Roxane m'a fait asseoir à la table de la cuisine et a glissé une feuille devant moi. C'était un accord. Une amie à elle, travaillant dans l'immobilier, l'avait rédigé. L'accord stipulait que je transférerais les droits de gestion de la propriété à elle et Marcus pour une période initiale de 3 ans, pendant laquelle ils géreraient tous les revenus locatifs, en me versant une somme fixe de 2 000 € par mois. La propriété serait répertoriée sous leur nom pour les besoins de la location. 2 000 € par mois pour une maison qui en rapporterait 14 000 ans. Juillet. J'ai lu 2 fois. J'ai posé le papier. J'ai dit, je ne signerai pas ça. Elle a répondu qu'elle comprenait mon hésitation, mais que je devais penser au long terme. La propriété était un actif important. Sans gestion appropriée, je laissais de l'argent sur la table. Il me rendait service en prenant cela en charge. J'ai dit, Roxane, c'est ma maison. J'y habite. Elle a dit qu'il y avait une résidence senior très chic à Chartres qu'elle pensait que je devrais regarder. Très sympa. Style de vie actif. Piscine. J'avais 63 ans. Marcus était assis à l'autre bout de la table. Il ne m'a pas regardé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin à penser à Patricia. J'ai pensé à ce qu'elle dirait. J'ai imaginé la version de cette histoire où je signais le papier pour avoir la paix, où je déménageais dans un appartement médicalisé, où je passais le reste de ma vie à rendre les choses confortables pour des gens qui avaient déjà décidé de ma valeur. J'ai pensé à ma petite fille, Clara, endormie dans le couloir. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai appelé mon avocat à Paris à 8 heures du matin. Il s'appelle Raymond, je le connais depuis 20 ans. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, Walter, envoie-moi ce qu'elle t'a donné. J'ai pris le document en photo et je l'ai envoyé. Il a rappelé dans l'heure. Il a dit que l'accord tel qu'il était rédigé était juridiquement nul. Mais que l'intention était claire. Il m'a conseillé d'être prudent et de commencer à tout mettre par écrit. J'ai fait autre chose aussi. J'ai appelé mon conseiller financier et mon expert comptable, et j'ai passé la semaine à obtenir une vision très claire de tout ce que je possédais. J'ai mis à jour mon testament, que je n'avais pas regardé depuis le décès de Patricia. J'ai déplacé certains actifs. J'ai discuté avec mon comptable du transfert des propriétés de Chartres dans une holding, ce que je voulais faire depuis 2 ans. Quand Marcus et Roxane sont partis à la fin de la semaine, j'avais beaucoup réfléchi. Je ne leur avais rien dit. J'ai aidé à porter les affaires de Clara à la voiture, je l'ai attachée dans son siège, j'ai embrassé le haut de son crâne. Roxane a dit qu'elle espérait que je reconsidérerais ma décision. J'ai dit que je les tiendrais au courant. 3 semaines plus tard, ils sont revenus. Cette fois. Juste Roxane. Marcus était au travail, disait-elle, mais elle voulait arranger les choses. Elle est entrée avec le double que Marcus avait. Elle avait une version différente de l'accord. Un avocat l'avait vu cette fois, m'a-t-elle dit. J'ai fait du café. J'ai lu la nouvelle version. J'ai posé quelques questions. Puis j'ai dit, Roxane, je ne vais pas signer ça. Et j'ai besoin que tu me rendes la clé. Elle m'a dévisagé. J'ai répété, j'ai besoin que tu me rendes la clé, s'il te plaît. Elle a dit qu'elle n'avait pas à la rendre. Elle a dit que le nom de Marcus était sur la clé. J'ai répondu que le nom de Marcus n'était pas sur le titre de propriété ni sur rien d'autre, et que si elle ne me rendait pas la clé, je ferais changer les serrures l'après-midi même, ce que je ferais de toute façon par précaution. J'étais très calme quand j'ai dit ça.
Ma voix n'a pas tremblé. Elle a posé la clé sur la table. Puis elle a dit, Walter, je pense vraiment que tu devrais réfléchir au type de relation que tu veux avoir avec ton fils. J'ai réfléchi un moment. J'ai dit, j'aimerais une relation où les gens frappent avant d'entrer chez moi. Elle est partie. J'ai changé les serrures le soir même. Marcus a appelé. Je pouvais entendre la tension dans sa voix, cette platitude particulière qu'il prend quand il a eu une conversation inconfortable et qu'il ne sait pas comment la digérer. Il a dit que Roxane était contrariée, que j'étais déraisonnable, que l'accord était une bonne affaire pour moi. J'ai demandé s'il avait lu le document. Il a marqué une pause. Il a dit qu'il l'avait survolé. J'ai demandé s'il pensait que 2000 € par mois était juste pour une propriété de cette valeur. Il a dit que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de travailler ensemble en famille. Je lui ai dit que je l'aimais, que je ne signerais rien. Je lui ai dit qu'on pourrait parler quand les esprits seraient calmés. Il a dit quelque chose que j'ai retourné dans ma tête maintes fois depuis. Il a dit, papa, tu dois commencer à réfléchir à ce qu'il adviendra de tout ça quand tu ne seras plus là. Roxane essaie juste de t'aider à planifier. J'ai dit, Marcus, j'ai 63 ans. Pas 93. Je planifie depuis 30 ans. Tout va bien pour moi. Il a raccroché. Pendant 6 semaines, je n'ai eu aucune nouvelle. Aucun appel, aucun message. J'ai envoyé une carte pour l'anniversaire de Clara avec un chèque dedans, que j'imagine avoir fini sur leur compte. Puis, un mardi matin de mai, j'ai entendu une voiture dans l'allée. C'était une voiture que je ne connaissais pas. Un instant plus tard, Roxane est arrivée devant la porte avec un homme que je ne connaissais pas. Elle a frappé. Au moins, elle a frappé. J'ai ouvert. Elle a présenté l'homme comme un maître d'œuvre. Elle a dit qu'ils allaient prendre des mesures, que la rénovation allait prendre tout l'été, et qu'elle comprenait que c'était perturbant, mais qu'il fallait bien le faire. J'ai dit, pardon? Quelle rénovation? Elle a dit qu'elle m'expliquerait dans son email. J'ai répondu, Walter, je pense que ce serait plus simple pour tout le monde si tu trouvais un autre endroit où loger pendant qu'on règle ça. Il y a des options. Très bien à Chartres. Le maître d'œuvre regardait ses chaussures. J'ai dit, je veux que vous partiez, tous les deux. Elle a dit, Walter, j'ai dit. Tu n'es pas propriétaire de cette maison. Cet homme n'a rien à faire ici. Je vous demande de partir. Ils sont partis. Le maître d'œuvre avait l'air soulagé. Je suis rentré et je me suis assis longtemps à ma table de cuisine. J'ai regardé le lac. La glace avait fondu depuis 2 semaines, et l'eau avait cette teinte bleue sombre de fin d'hiver. J'ai décroché le téléphone et appelé Raymond. J'ai dit, Raymond, je pense que c'est le moment. Il savait ce que je voulais dire. On en avait parlé. Il a dit, je t'envoie les papiers avant la fin de la semaine. Je vais être honnête sur ce qui a suivi, car je pense que c'est la partie qui compte. Je n'ai pas fait ça parce que j'étais en colère. Ou du moins pas seulement. Je l'ai fait parce que j'avais compris, enfin et totalement, ce qui se passait. Roxane avait décidé que j'étais un obstacle, un vieux monsieur assis sur des actifs qui ne savait pas comment les optimiser. Elle avait décidé que l'héritage de Marcus était déjà à elle. Elle avait décidé que mes préférences, mon confort, mon foyer étaient négociables. Elle avait fait les calculs et il lui disait que je ne me battrais pas. Elle ne m'avait jamais posé de questions sur ma vie, sur ce que j'avais construit. Elle avait vu les chemises en flanelle, la vieille camionnette et le café-filtre, et elle avait fait ses calculs. Elle n'était pas allée plus loin. C'était son erreur. Raymond a déposé un avis formel de mise en demeure et a envoyé des copies au
Adresse de Marcus et Roxane. Il a aussi envoyé une lettre précisant que j'étais l'unique propriétaire, et que toute tentative d'accès, de rénovation, de mise en vente ou d'ingérence entraînerait des poursuites immédiates. Il a joint un résumé de ma situation financière. Pas tout, juste assez. Un nombre à 7 chiffres. Une liste d'actifs. J'ai aussi contacté mon expert comptable et mis à jour les bénéficiaires de tous mes comptes. Clara est restée la bénéficiaire principale de son assurance vie. Mon héritage, auparavant divisé équitablement entre Marcus et quelques associations, a été restructuré. La part de Marcus a été réduite, et celle destinée à la fondation que je finance discrètement depuis 8 ans, qui soutient l'apprentissage des métiers manuels, a été considérablement augmentée. L'héritage direct de Marcus a été limité à la maison du Perche, et c'était conditionnel au fait qu'il ne s'y installe pas de son vivant tant que je serai là. Marcus a appelé le jour où il a reçu la lettre. Il ne semblait pas en colère. Il semblait comme quelqu'un qui ouvre un tiroir en espérant trouver quelque chose de familier et qui trouve tout autre chose. Il a dit, « Papa, je ne savais pas pour les autres propriétés. » J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, 4 millions d'euros. J'ai dit, plutôt 4,2. Au dernier relevé. Il y a eu un long silence. Il a demandé, pourquoi tu ne me l'as jamais dit? J'ai répondu, parce que ce n'était pas une information dont tu avais besoin pour faire ta vie. Tu avais tout ce qu'il fallait. L'éducation, l'apport, le mariage. Ce que tu faisais de ta vie ensuite devait être à toi. Il s'est tu. Puis il a dit, Roxane ne savait rien de tout ça. J'ai dit, non, elle ne savait pas. Il a dit, elle pensait, il a marqué. Une pause. Elle avait un chiffre dans sa tête pour ce qu'elle pensait que tu valais. J'ai répondu, je sais quel chiffre elle avait en tête. Je veux dire quelque chose sur Marcus car je ne veux pas en faire le méchant de l'histoire. Il ne l'est pas. C'est mon fils, je l'aime, et j'ai échoué envers lui d'une certaine manière. Après la mort de Patricia, je me suis retiré. Je lui ai donné de l'argent quand j'aurais dû lui donner du temps. J'ai payé des choses quand j'aurais dû m'asseoir avec lui. J'ai construit un mur autour de moi qui ressemblait à de la générosité financière, et je me suis dit que c'était suffisant. Ça ne l'était pas. Il a grandi en sachant que son père avait un mur. Et il a épousé une femme douée pour traverser les murs. Il est venu seul dans le Perche 3 semaines plus tard. Roxane n'est pas venue. On s'est assis sur le ponton et on a discuté pendant près de 5 heures. C'était la conversation la plus réelle qu'on ait eue depuis l'enterrement de Patricia. Il m'a raconté ce qu'il voyait de son côté. Je lui ai raconté le mien. Il a pleuré. Je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire, alors j'ai juste posé ma main sur son épaule comme mon père le faisait. Il s'est excusé. J'ai accepté. Puis je lui ai dit, Marcus, j'aurais dû te laisser voir la photo en entier plus tôt. Pas les chiffres. Les chiffres ne comptent pas. Mais la pensée derrière, pourquoi je vis comme je vis, ce que ta mère et moi croyions sur l'argent et ce qu'il fait aux gens. J'aurais dû te donner ça plutôt que juste les chèques. Il a dit, je pense que ça m'aurait plu. J'ai dit, à moi aussi. Les choses avec Roxane ont pris plus de temps. Elle n'est revenue que 2 mois plus tard, avec Marcus et Clara. Elle était plus calme que je ne l'avais jamais vue. Clara a couru vers moi et a sauté dans mes bras, ce qui est la meilleure sensation au monde. Et par-dessus sa tête, j'ai vu Roxane s'approcher. Elle avait l'air d'avoir beaucoup réfléchi. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, là. Même table, et a dit, Walter, je suis désolé. Elle a été précise. Elle n'a pas dit, désolé si tu as été vexé.
Elle a dit ce pourquoi elle était. Désolé, sans détour. Je l'ai respecté pour ça. J'ai dit, Roxane, je n'ai pas besoin que tu gères mes actifs. J'ai besoin que tu me laisses être le grand-père de Clara. Elle a dit, c'est juste. J'ai dit, et j'ai besoin que Marcus te dise les choses au lieu de te laisser les découvrir par des avocats. Elle a presque souri. Elle a dit, c'est juste aussi. On n'en est pas là où on était avant tout ça. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais on est quelque part, et quelque part, c'est un début. Clara est sur le ponton. Pendant que j'écris ceci. On est en juillet, l'eau est presque verte près du bord, sombre et profonde au loin. Elle essaie d'attraper une grenouille. Elle essaie depuis 40 minutes, elle est trempée et complètement déterminée, et elle ressemble tellement à sa grand-mère que ça me coupe parfois le souffle. Je ne vais pas dans une résidence senior à Chartres. Je vais rester sur ce ponton. Boire mon café et regarder ma petite fille chasser les grenouilles jusqu'au coucher du soleil. Et quand les gens regardent ma chemise en flanelle et ma vieille camionnette et décident qu'ils connaissent ma valeur, eh bien, ça ne m'importe plus qu'ils calculent. On m'a demandé, depuis que j'ai raconté des morceaux de cette histoire à quelques personnes de confiance, si je me sens mal. De la façon dont les choses ont tourné, si je regrette les mois de silence ou le regard de Marcus quand il a découvert le chiffre. Honnêtement, je regrette les années d'avant plus que tout ce qui est arrivé après. Ce que j'ai compris, assis sur ce ponton, c'est que ce que Roxane a fait n'était pas vraiment par cupidité. À la racine, c'était une question d'information. Elle s'était construit une image de moi à partir de ce qu'elle voyait, la camionnette, les chemises, ma pudeur sur l'argent. Elle a pris des décisions basées sur cette image. Le fossé entre ce qu'elle supposait et la réalité, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai gardé large exprès, et je n'ai jamais pensé aux conséquences pour les gens autour de moi. Il y a une version de Walter qui s'assoit avec son fils à 30 ans et dit: voilà ce que j'ai construit, voilà pourquoi, et voilà ce que ta mère et moi croyons. Ce Walter-là a une autre histoire. Je ne sais pas si elle est meilleure, mais elle est différente. Au lieu de ça, j'ai distribué des chèques. En appelant ça de l'amour, et je l'ai laissé tirer ses propres conclusions. Il en a tiré des mauvaises. Ce que je retiens, c'est ceci, les choix que nous faisons tranquillement, année après année, s'accumulent. Ils deviennent les conditions dans lesquelles les autres doivent vivre. Roxane n'est pas arrivée à ma table de cuisine avec ce papier par hasard. Elle est arrivée là parce que je n'avais jamais donné à personne une image assez claire de mes limites. J'avais confondu vie privée et sagesse, silence et force. À 63 ans, j'étais assis face à ma belle-fille, la regardant me tendre un document qui disait, en substance, que je ne comptais pas assez pour qu'on me demande mon avis. Ça n'est pas entièrement de sa faute. Ce que j'ai fait après, les serrures, l'avocat, le testament restructuré, je ne regrette rien. Pas parce que je voulais punir quelqu'un, mais parce que l'alternative était de continuer à faire semblant. 2. Signer ce papier pour avoir la paix et passer le reste de ma vie à le regretter. J'ai vu des hommes faire ça. J'ai vu mon propre père en faire une version. Ça ne rend personne plus heureux. Ça déplace juste le malheur. Marcus et moi nous parlons maintenant d'une manière nouvelle. Cette partie-là est réelle et elle compte plus pour moi que les propriétés ou le portefeuille. Il sait qui est son père maintenant. Pas le nombre, mais la pensée derrière. C'est ce que j'aurais dû lui donner il y a 20 ans, et je suis reconnaissant qu'on y soit arrivé. Même si le chemin était laid. Clara a attrapé une grenouille samedi dernier. Elle l'a gardée 20 minutes et l'a relâchée au bord du ponton parce qu'elle a dit qu'elle devait manquer à sa famille. Elle a 4 ans et elle comprend déjà quelque chose qu'il m'a fallu des décennies pour apprendre, tu peux tenir quelque chose.
Très fort toute ta vie et savoir quand même quand ouvrir la main.